Dans cette vidéo, nous allons parler du premier principe de la thermodynamique, notion qui est au programme de ta classe de terminale. Tout d'abord, nous allons commencer par faire un rappel du modèle du gaz parfait. C'est une notion que tu as déjà dû voir cette année normalement. Puis dans un second temps, nous allons présenter les concepts d'énergie interne et de transfert thermique. Et enfin, on terminera avec la cerise sur le gâteau, le premier principe de la thermodynamique en lui-même avec quelques exemples. Un gaz qui est dit parfait peut être modélisé par ce qu'on appelle l'équation d'état du gaz parfait. Et cette équation, elle est très pratique puisqu'elle va relier différentes grandeurs de ce gaz. Elle s'écrit pression fois volume est égal à quantité de matière fois R, une constante, fois T, la température. Et si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à apprendre cette formule par cœur dès maintenant. Il y a quand même quelques petites subtilités à noter dans cette formule, notamment au niveau des unités qui peuvent être inhabituelles pour certaines grandeurs. Ainsi, le volume, il n'est pas en litres, il est en mètres cubes, et la température, elle n'est pas en degrés Celsius, comme c'est souvent le cas, mais en Kelvin. Pour le reste, la constante grand R, on te la donnera dans les énoncés. Un gaz, il peut être considéré comme parfait dès lors que les molécules qu'il y a à l'intérieur ne vont pas être en interaction et pas faire de choc les unes avec les autres. Donc ça implique qu'elles se déplacent pas trop vite, on verra après ce que ça signifie, et que l'espace entre chaque molécule soit beaucoup plus grand que la taille des molécules. Alors là, dans mon exemple ici, il n'y a que 3 molécules dans cet espace. En réalité, tu le sais, autour de toi, dans un gaz, il y a beaucoup plus que 3 molécules. Il y en a même un nombre gigantesque, puisque la constante d'Avogadro, Na, est de l'ordre de grandeur de 10 puissance 23. Autrement dit, dans une mole de gaz, environ 20 litres à température et pression ambiante, on va avoir une quantité de 10 puissance 23 molécules. A l'inverse, dans un gaz dit réel, on ne peut plus tout à fait négliger les interactions entre les différentes entités. Il va donc y avoir des interactions entre elles, comme des chocs par exemple, ou des interactions électrostatiques. Et ça fait que le modèle du gaz parfait n'est plus utilisable sur un gaz réel. Ça devient plus compliqué. Bref, le modèle du gaz parfait, c'est une approximation de la réalité, mais qui fonctionne bien dès lors qu'on pose quelques conditions. Ces conditions, on peut les regrouper en deux catégories qui sont en fait liées. On va avoir des conditions d'un point de vue macroscopique, donc à notre échelle, à grande échelle, et des conditions d'un point de vue microscopique, à l'échelle des molécules. La première condition, c'est que le gaz y soit au repos à la température grand T. Ça signifie d'un point de vue microscopique qu'il n'y a pas d'interaction entre les entités qui ont un mouvement désordonné. La pression doit être faible, et de cette manière, on aura très peu de chocs entre les entités d'un point de vue microscopique. Et enfin, on doit s'assurer que la masse volumique du gaz, elle est également relativement faible. Ainsi, les entités seront éloignées. Mais toutes ces conditions sont en fait liées. Par exemple, si la masse volumique est faible, alors la pression est souvent faible aussi. Bref, pour terminer, quand on va modéliser le gaz parfait, on va modéliser les différentes entités par des points. Dans la modélisation, on n'aura donc pas des atomes ou des molécules qui occupent un certain espace, un certain volume, on aura des points. Et dans un gaz réel, on a beaucoup plus de points, donc beaucoup plus d'entités pour un volume donné. Et comme tu le vois ici, ça devient très dur dès que les entités vont se déplacer, qu'elles n'entrent pas en contact les unes avec les autres. Si on regarde ce que ça donne avec un exemple, on a un gaz dans un récipient, on nous donne la pression, la température, le volume et la constante. On nous demande de calculer la quantité de matière, petit n, sachant que, je te le précise, à l'oral, ce gaz sera considéré comme un gaz parfait. Pour répondre à cette question, on écrit l'équation d'état du gaz parfait. P fois V est égal à NR fois T. On modifie légèrement l'écriture pour pouvoir calculer la quantité de matière, petit n, on a donc N est égal à P fois V divisé par R fois T. Et là, on arrive dans la phase calcul, sachant que la première étape, ça sera très souvent de faire des conversions d'unités ici. On nous donne la température en degrés Celsius, mais rappelle-toi qu'on la veut en Kelvin dans cette équation. On doit donc rajouter 273,15 et on obtient une température de 293,15 Kelvin. Le volume, il est donné en litres, 1,0 litre, mais nous on le veut en mètres cubes dans l'équation, et pour ça on doit diviser par 1000, ou encore rajouter le facteur 10 puissance moins 3 pour l'avoir en mètres cubes. On a donc maintenant la pression, le volume et la température ainsi que la constante qui sont dans les bonnes unités, on peut passer directement à l'application numérique. Et on trouve grâce à la calculatrice une quantité de matière de 4,1 fois 10 puissance moins 2 mol. Voilà, c'est comme ça qu'on se sert de l'équation d'état du gaz parfait. Alors bien sûr, on peut s'en servir également pour calculer des pressions, des volumes ou une température, ça dépend des grandeurs que tu as à ta disposition. On peut maintenant passer à la deuxième partie où on va parler d'énergie interne notamment. Pour définir l'énergie interne, on va devoir considérer un système donné. Alors pour rappel, un système, c'est par exemple un objet ou un ensemble d'objets. Une pomme, ça pourrait être considéré comme un système. L'air qu'il y a dans la pièce autour de toi, ça peut être considéré comme un système également. Bref, ici mon système, ça sera le gaz qu'il y a à l'intérieur du récipient que tu as à l'écran. Et ce système, il est composé d'entités. Et pour rappel, des entités, ce sont des molécules, des atomes ou des ions. L'énergie interne, c'est alors la somme des énergies microscopiques des entités de ce système. Chaque entité à l'intérieur de ce récipient va se déplacer avec une certaine vitesse. Elle aura donc une énergie cinétique. Mais les entités, elles sont aussi en interaction les unes avec les autres.
Elles vont donc de ce fait avoir une énergie potentielle. Pour comprendre ça, imagine des entités qui sont toutes chargées positivement par exemple, alors quand elles vont se situer proches les unes des autres, il va y avoir une interaction électrostatique qui va se créer entre ces deux entités. Si elles sont suffisamment espacées, on pourra presque les négliger, mais il y a toujours une interaction qui existe. Et l'énergie interne, c'est donc la somme des énergies microscopiques des entités du système. Les énergies cinétiques et les énergies potentielles liées à l'interaction entre les entités. Et cette énergie interne, on va la noter grand U. Ce qui fait qu'on peut définir ce qu'on appelle l'énergie totale d'un système. Et cette énergie totale, elle est égale à l'énergie cinétique, macroscopique, plus l'énergie potentielle de ce même système. Donc ici, ma voiture a une énergie potentielle liée à l'altitude à laquelle elle se situe par exemple. Plus, et c'est la nouveauté que tu apprends cette année, grand U, l'énergie interne. Pour illustrer ça, prenons une pomme par exemple qui se déplace avec une certaine vitesse. Elle a donc une énergie cinétique. Attention, ici on parle bien de l'énergie cinétique macroscopique. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas ce qui se passe au niveau des molécules. Mais notre pomme elle a aussi une énergie potentielle de pesanteur liée par exemple à l'altitude à laquelle elle se situe dans un champ de pesanteur. Et pour comprendre l'énergie interne de la pomme, on doit zoomer, et même zoomer sacrément, puisqu'on doit zoomer jusqu'aux composants qu'il y a à l'intérieur de la pomme, les entités. Alors ici, ça sera des molécules dans la pomme. Et chacune de ces molécules vont avoir une agitation, donc une énergie cinétique, et une énergie potentielle d'interaction. Et c'est ça l'énergie interne. C'est-à-dire que même si ma pomme est au repos, elle a quand même une énergie interne U qui est notamment liée à sa température et donc à l'agitation des molécules qu'il y a dans la pomme. Bien, maintenant quand on a bien caractérisé ce que c'était que l'énergie interne, on va pouvoir passer à ce qui est intéressant, la variation d'énergie d'un système au repos. Autrement dit, à partir de maintenant, on va s'intéresser à la manière dont varie l'énergie d'un système. Prenons notre pomme et disons qu'elle est au repos. Donc c'est le cas le plus simple. On a la variation de l'énergie totale qui est égale à la variation des différentes constituants de cette énergie totale. Donc la variation de l'énergie totale, c'est égal à la variation de l'énergie cinétique, plus la variation de l'énergie potentielle, plus la variation de l'énergie interne. Sachant que je te le rappelle ici, quand tu as ce genre de problème, tu dois toujours penser à préciser un référentiel d'étude. Puisque dire que la pomme elle est au repos, sans préciser le référentiel, ça ne veut rien dire. Donc ici on considère qu'elle est au repos dans le référentiel terrestre considéré galiléen. Puisque la pomme est au repos, elle n'a pas de vitesse, donc la variation de l'énergie cinétique, c'est 0. Et puisqu'elle est au repos, il n'y a pas également de variation d'énergie potentielle qui est aussi égale à 0. On en déduit donc que la variation de l'énergie totale, c'est égal à la variation de l'énergie interne. Dans le cas où notre système est au repos. Et la question qu'on pourrait être amené à se poser, c'est comment est-ce qu'on peut modifier la quantité d'énergie d'un système ? Pour ça, on va devoir faire des transferts d'énergie, il y a principalement deux manières. On peut modifier la quantité d'énergie d'un système grâce à un travail noté W, et on peut également modifier la quantité d'énergie d'un système grâce à un transfert thermique noté grand Q. Le travail W il va se caractériser d'un point de vue macroscopique, donc à notre échelle. Et le transfert thermique Q, on va notamment le rencontrer à une échelle microscopique, donc à l'échelle des entités. Le travail W, ce sont des forces qui vont s'exercer sur un système pour créer un travail. On va donc chercher à mettre en mouvement notre système. Alors que le transfert thermique Q, lui, il s'effectue entre l'extérieur et le système dès qu'il existe une différence de température. Par exemple, si tu prends une bouteille d'eau qui est à 20 degrés et que tu la mets à l'extérieur lorsqu'il fait 10 degrés, il va y avoir un transfert thermique qui va s'exercer entre la bouteille et l'extérieur. Car les deux systèmes, l'extérieur et la bouteille, ne sont pas à la même température. On va donc avoir un transfert d'énergie via un transfert thermique grand Q. A l'inverse, si tu prends la même bouteille qui est à température ambiante, que tu la prends dans ta main et que tu viens la déplacer, alors tu lui donnes un travail W, en lui appliquant une force dessus. Et en faisant ça, tu lui donnes de l'énergie également, sous forme d'énergie cinétique si jamais elle gagne de la vitesse, ou sous forme d'énergie potentielle de pesanteur si jamais tu viens par exemple la monter en altitude. On va souvent schématiser les transferts thermiques avec des ronds ou avec des rectangles. On va placer au centre le système étudié, donc ici la pomme, et on va venir préciser les énergies reçues et les énergies cédées par ce système. Donc ici, imaginons qu'il y a un travail qui est reçu par le système du milieu extérieur. On note donc W supérieur à 0. Le système pomme reçoit du travail par le milieu extérieur. Et à l'inverse, il cède un transfert thermique vers le milieu extérieur. On a donc Q inférieur à 0. Attention aux signes, comme tu le vois ici, quand c'est supérieur à 0, ça signifie que c'est le système qui reçoit, et quand c'est inférieur à 0, ça signifie que c'est le système qui cède. Et maintenant qu'on a défini toutes ces grandeurs, et que normalement tu dois les avoir un petit peu mieux compris, on peut passer au premier principe de la thermodynamique qui va donc exploiter tout ce qu'on vient de voir dans la deuxième partie notamment. La variation de l'énergie totale, c'est égal à W plus Q. Donc le travail plus le transfert thermique. Et ce principe, il traduit simplement la conservation de l'énergie. Car je te le rappelle, on ne peut pas créer de l'énergie ou même en faire disparaître. Tout ce qu'on fait, c'est transformer de l'énergie d'une forme à une autre. Pour illustrer ça, on repart donc de notre pomme qui est toujours au repos, et on écrit que la variation de l'énergie totale, c'est égal à la variation de l'énergie cinétique, plus la variation de l'énergie potentielle, plus la variation de l'énergie interne. Mais puisque notre système, la pomme, est au repos, on a delta E tot, donc la variation de l'énergie totale, qui est égale à la variation de l'énergie interne. Ça, on l'a déjà vu un petit peu avant.
Mais puisque la variation d'énergie totale c'est égal au travail plus le transfert thermique, on peut en déduire que la variation d'énergie interne c'est égal au travail plus le transfert thermique. Reprenons notre bouteille d'eau à 15 degrés et on la met dans un congélateur à moins 20 degrés. Qu'est-ce qui va se passer? On repart du premier principe de la thermodynamique. La variation de U, donc la variation d'énergie interne, c'est égal à W plus Q. Mais comme la bouteille va être au repos dans le congélateur, W c'est égal à 0. On a donc la variation d'énergie interne qui est égale à Q, le transfert thermique. Mais ici, Q va diminuer, car la température de la bouteille va diminuer lorsqu'on va la mettre dans le congélateur. Et ça permet directement d'en déduire que l'énergie interne de la bouteille va diminuer. Autrement dit, l'agitation des molécules va diminuer dans la bouteille. On peut passer à la dernière notion de ce chapitre, le bilan énergétique. Et il s'agira ici de faire un lien entre l'énergie interne et la température de notre système. Mais pour utiliser ce qui va suivre, il faut au préalable vérifier quelques conditions. Tout d'abord, le système il doit être incompressible. Donc notamment pour tout ce qui va être gaz compressible, ça fonctionne pas trop. Le système ne doit pas changer d'état. Donc si tu commences avec de l'eau liquide et que tu termines avec de l'eau solide, t'as un changement d'état, ça fonctionne pas comme ce qu'on va décrire. Et le système ne doit pas subir de réaction chimique ou nucléaire. Si tu es en train d'étudier un échantillon radioactif, ça va commencer à bloquer pour utiliser ce genre de méthode. Car la radioactivité va générer de l'énergie et donc ça va modifier les formules qu'on va voir dans la suite. Si on a toutes ces conditions, on peut écrire que la variation d'énergie interne, c'est égal à grand C fois delta T. On a donc une relation de proportionnalité entre la température et la variation d'énergie interne d'un système. Sachant que ce grand C ici, c'est la capacité thermique du système qu'on est en train d'étudier, exprimée en joules par Kelvin. Alors on peut également écrire cette relation sous la forme variation d'énergie interne, c'est égal à la masse fois petit c cette fois-ci, fois delta T. Alors attention, on parle cette fois-ci de capacité thermique massique, c'est pour ça qu'on a un petit c non plus un grand C. Oui, c'est assez subtil, mais on a grand C qui est égal à la masse fois petit c. Pour savoir si on a affaire à un petit c ou un grand C, il s'agit tout simplement de regarder les unités et de s'assurer que la formule est homogène. Tu vois ici que si tu multiplies la masse par grand C, t'auras un problème au niveau de la formule, elle sera plus homogène, donc ça fonctionne pas. Bon, j'ai conscience que c'est peut-être un peu flou dans ton esprit, donc le mieux c'est encore d'illustrer ça avec un exemple, et tu vas voir, c'est vraiment pas si compliqué que ça. On souhaite faire bouillir de l'eau. Pour ça, on nous demande de calculer l'énergie à apporter à 2 litres d'eau pour l'amener à 100 degrés. Sachant qu'on nous donne un certain nombre de données, la température initiale, donc la température de départ, la capacité thermique massique de l'eau, donc petit c, est égal à 4,185 kJ par Kelvin par kilo, et la masse volumique de l'eau. On écrit donc la formule qu'on vient de voir, delta U est égal à masse fois C fois delta T, sachant qu'ici delta T c'est égal à 85 Kelvin. Alors petit détail, ici j'ai converti les températures en Kelvin, parce que comme ça te permet également de t'entraîner et de voir qu'il y a des conversions à réaliser parfois. Mais ici on n'est pas obligé de faire cette conversion, puisqu'on est en train de soustraire les températures, si on les laisse en degrés, on va trouver le même écart. Par contre, il faudra que quand tu l'écrives à la fin, tu écrives bien 85 Kelvin et pas 85 degrés. Alors oui, ça va rien changer dans le calcul puisqu'on a 85 dans les deux cas, mais par contre au niveau des unités, ça serait quand même une petite erreur, donc il vaut mieux éviter ce genre d'erreur. Et pour avoir la masse, on multiplie la masse volumique de l'eau par le volume. Je pars du principe que maintenant en terminale, tu maîtrises les formules qui font appel à la masse volumique. Le rho de l'eau, on nous le donne, le volume, on nous le donne, on a donc une masse de 2 kg. On peut directement passer à l'application numérique puisqu'on a les trois grandeurs, et on trouve une variation d'énergie interne de 711 kJ. Alors ici on n'a pas précisé les unités qu'on attendait dans le résultat final, mais si jamais on t'avait demandé un résultat en joules, il aurait bien sûr fallu faire une conversion à un moment donné. Mais puisqu'ici ce n'est pas le cas, on peut garder le résultat en kilojoules. C'est tout pour cette vidéo, si elle t'a été utile, fais-le moi savoir en commentaire, mets un pouce bleu, abonne-toi pour avoir accès à du contenu régulier pour t'aider à avoir ton bac de physique-chimie, et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos qui vont t'aider dans tes révisions.